Hello, hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Bienvenue ici à Gambi House. Aujourd'hui, on va parler de Ferdinand Haïti qui a invité un avocat pour concernant la torture d'Amron. Voilà, concernant la torture d'Amron. Et cet avocat-là a eu le plaisir de tout expliquer et a eu le plaisir de tout dévoiler concernant ces tortures-là et ce qui va arriver après. Il n'a pas hésité de tout dire. Et Ferdinand Haïti aussi n'a pas hésité de lui poser des questions très sensibles, je vous assure. Et les gars, je vais pas beaucoup parler, je vais pas monopoliser la parole. Je vais simplement vous laisser vous-même regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très important, regardez la vidéo là du début jusqu'à la fin. C'est Ferdinand Haïti, vous connaissez. Donc les gars, je vais pas beaucoup parler. Je vous laisse regarder la vidéo, on se reprend après pour débriefer. Ciao. En attendant, c'est le cas précis. Si la technique est prête, si on peut parler du deuxième sujet avant les informations générales, parce que pendant qu'on est en train de traiter le cas de TikTok, si on peut recevoir notre invité, nous avons un invité spécial aujourd'hui, si on peut nous introduire l'invité, pour débattre de la question, voilà. Bonne arrivée, monsieur l'invité. Je reçois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur maître Agba Arnaud Kwasigan, avocat au barreau de Toulouse, docteur en droit, professeur des universités en France. Je sollicite son expertise dans cette émission pour parler de la dernière décision de la Cour de cassation en France concernant l'impunité ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette protection que bénéficiaient les agents étrangers en France. Soyez les bienvenus, maître Agba Arnaud Kwasigan. Merci beaucoup Ferdinand, merci à tous et merci à toute l'équipe. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Mais le plaisir est plus que partagé parce que c'est le lieu pour moi de remercier vous-même déjà et toute l'équipe pour le travail et l'effort inlassable que vous êtes en train de consentir depuis toujours, il faut le dire ainsi, dans le but de sortir le Togo de l'ornière. Malheureusement, les gens ne sont pas avec nous sur TikTok, ils viennent de sauter le compte. À peine on a commencé qu'ils ont sauté le compte. Donc, les techniciens sont en train de voir si on peut monter rapidement un second compte là pour revenir sur TikTok. Mais l'émission ne peut pas attendre, donc on est obligé de commencer le temps de... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le retard. Donc, soyez vraiment les bienvenus. Le téléphone sur lequel j'ai eu des soucis et se trouve avec les techniciens. Donc, les éléments qui devaient me servir à lancer le débat sont dans ce téléphone-là. Alors, dites-nous ce que la Cour de cassation a décidé il y a cela quelques jours. Alors, ce que la Cour de cassation a décidé il y a de cela quelques jours, et plus précisément le 25 juillet 2025, relève vraiment d'une sorte de révolution judiciaire. Dans la mesure où auparavant, il y avait trois types d'immunités qui rayonnaient. Donc tout à l'heure, j'ai vu que vous avez évoqué le fait qu'il y a une sorte de protection. Ce sont des immunités. D'abord, l'immunité de juridiction qui voudrait que aucun État étranger ne puisse juger des agents d'un État étranger, donc diplomate ou chef d'État. L'immunité personnelle ensuite qui voudrait que un chef de l'État, par exemple, ne puisse pas se voir juger pour des affaires qu'il a pu commettre, en fait, des faits de nature criminelle ou délictuelle, en tout cas pendant qu'il est en fonction. Et ensuite, l'immunité fonctionnelle qui voudrait que tous les agents de l'État, donc en ce qui concerne les diplomates, quels qu'ils soient, et les ministres, notamment des Affaires étrangères, auquel cas, quand ils posent des actes de manière criminelle, enfin de nature criminelle ou alors délictuelle, ne puissent pas se voir poursuivis par des juridictions étrangères. Sauf que, entre-temps, il y a eu des arrêts des cours d'appel françaises, en tout cas, c'était en novembre 2023, le 15 novembre plus précisément, dans lesquels il y a eu une mise en cause relative, et ensuite il y a eu des pourvois en cassation. Notamment, il y a eu deux affaires, en fait. Concrètement, je reviendrai là-dessus. Et à la suite de ces décisions, il y a eu l'arrêt de l'Assemblée plénière qui a été rendu le 25 juillet 2025, donc il y a quelques jours de cela, dans lesquels tout a été précisé. Alors, on retient deux enseignements qui sont très importants.
D'abord, en ce qui concerne les chefs d'État étrangers, les juridictions françaises, quand on parle de l'Assemblée plénière, c'est d'abord la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction française. Et ensuite, quand on parle d'Assemblée plénière, c'est que on réunit tous les présidents de toutes les grandes chambres, donc de la Cour de cassation, pour décider d'une affaire qui paraît très, très importante. Et donc, c'est de là qu'il a été décidé que l'immunité dont un chef d'État jouit n'est que relative. Cela voudra dire que pendant qu'il est en fonction, il y a l'immunité personnelle. Mais dès lors qu'il n'est plus en fonction, il peut être poursuivi pour les actes de nature criminelle du genre crime contre l'humanité, génocide et consorts qu'il a pu commettre pendant ses fonctions, donc par des juridictions françaises. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne le second point, ce sont les immunités fonctionnelles. Au départ, tout à l'heure, je vous ai parlé des agents de l'État qui, au départ, se disaient que non, ils sont protégés. Donc, de là, pendant leur fonction, ils peuvent se permettre de commettre des actes de nature criminelle. Et qu'à la suite de cela, étant donné que c'est lors de l'exercice de leur fonction, même au-delà de leur fonction, ce n'est plus le cas. Sauf que, cette fois-ci, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dit de manière claire et sans embâche que cela n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que, concrètement, désormais, qu'on soit en fonction ou pas, quand on est agent de l'État et qu'on met des faits de nature grave, donc de nature grave quand on parle de crimes contre l'humanité, génocide par exemple, et aussi des crimes de guerre, il n'y a plus à dire que l'on n'est pas poursuivi parce que c'est dès lors que l'on est en train d'exercer ses fonctions, c'est qu'il n'est pas poursuivi. Ce n'est plus le cas. Donc même pendant vos fonctions, vous pouvez être interpellé et être jugé. C'est ça la révolution sur les deux aspects. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là, je vais encore plus rentrer dans les détails, puisqu'il me semble bien que ça serait bien que nous parlions des faits de manière à coller les faits par rapport à la nature juridique et à la portée judiciaire. Je vous entends mal, sinon pas. Oui, vous avez parlé de génocide. Tout à fait. De crimes contre l'humanité. Et de crimes de guerre. Et de crimes de guerre. Voilà les trois éléments qui sont concernés par cette décision de la Cour de cassation. Est-ce que la torture est un crime contre l'humanité? Évidemment. Évidemment, dans la mesure où, quand on parle de torture, en fait, ce sont des faits de nature criminelle d'un niveau très, très élevé. Ce qu'il faudrait dire, en fait, c'est que quand on parle de la matière pénale, il y a trois classifications. Il y a d'abord les faits de nature contraventionnelle, par exemple, crier un feu rouge, ou alors ne pas respecter le stop. Ensuite, nous avons les faits de nature délictuelle, l'abus de confiance, le vol, l'escroquerie, ainsi de suite. Et après, nous avons le niveau le plus élevé, dans lequel nous avons les crimes tels que le viol, l'assassinat ou le meurtre, par exemple. Sauf que, parmi les infractions de nature criminelle, il y a encore une sorte de sous-classification pour que l'on puisse distinguer quand même des faits de nature très très importante. C'est là où nous retrouvons les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles par nature. Et ensuite, nous avons les crimes de guerre et le génocide. Bon, le génocide, on a eu le cas avec le Rwanda, par exemple. Les crimes contre l'humanité, s'il vous plaît, maître. Nous avons 2005 et consorts. Oui. S'il vous plaît, je voudrais passer rapidement une annonce. Oui. Alors, on a trouvé pour le moment une solution pour le live sur TikTok. Il y a un ami qui m'a passé les coordonnées de son compte TikTok, Kossi officiel. Vous êtes tapé Kossi. Pour le moment, il n'y a personne là-dessus. Kossi officiel. Je ne sais pas si Kossi officiel, donc K-O-2-S-I officiel. Vous pouvez me retrouver là-bas. Peut-être pour ceux qui veulent absolument sur le live sur le compte TikTok. La technique va m'envoyer le lien de ce nouveau compte-là qu'on vient de me passer. Et comme ça, je peux l'envoyer dans la liste de diffusion pour que des gens puissent la voir. Vous me permettez de régler ça en quelques minutes, maître, en quelques secondes? Évidemment, bien évidemment. Ouais. Puisque, comme vous le savez, nos amis de TikTok, ils font pression. Ils font pression. Donc, je vais essayer de les satisfaire. Sinon, ils vont me traduire devant la Cour de cassation.
Non, je pense que ça ne va pas se faire. Il y a la noble cause qui est défendue, donc tout le monde la connaît. Donc, quand c'est officiel, il y a déjà 70 personnes qui sont connectées, il y a plein qui arrivent. Et je vais régler ça. Et puis, on pourra tranquillement dérouler le live. D'accord. Tu sais, les détracteurs, ils dorment pas, hein. Ils sont aussi très actifs pour nous empêcher de faire notre travail. C'est de bonne guerre. On est sur un champ de bataille. Chacun utilise les armes qui sont à sa disposition. Et c'est d'autant plus que ces personnes n'ont jamais été animées par un bon fond. Ouais, ouais. Donc, si quelqu'un peut... un instant... on peut aller, je viens de partager le lien dans ma liste de diffusion, donc on peut aller. Et donc, continuez par nous expliquer cette décision et ses implications, s'il vous plaît, maître. Alors, ce que je disais, c'est que nous avons 3 types de classification en matière pénale, en ce qui concerne les infractions. Donc, le niveau le plus bas, ce sont les faits de nature contraventionnelle, tels que, par exemple, le fait d'avoir grillé un feu rouge ou alors de passer alors qu'il y avait un stop, des éléments comme ça qui sont un peu véniels, en fait. Et après, nous avons le stade intermédiaire qui concerne les délits. Dans les délits, nous avons, par exemple, le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie et consorts. Et maintenant, nous avons le niveau le plus élevé qui concerne les crimes, dans lesquels nous avons des faits comme le viol, l'assassinat, le meurtre et consorts. Sauf que parmi les faits de nature criminelle, il y a encore une classification de haut niveau. Donc c'est là où nous retrouvons des faits de nature criminelle tels que les crimes contre l'humanité, le génocide et les crimes de guerre. Les crimes de guerre, je me passe de donner l'exemple, parce qu'il y a des exemples d'actualité, en tout cas, je fais l'abstraction là-dessus. Par contre, les génocides, nous avons eu le cas du Rwanda. Et l'exemple type, par exemple, aussi de crimes contre l'humanité, à part ce que nous avons vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est par exemple les faits qui se sont déroulés au Togo en 2005. Et aussi, à partir de 2017. Ça sont des crimes contre l'humanité. Et ils sont de tout genre, on les retrouve ainsi. Donc c'est comme ça que l'on est allé jusqu'à estimer, par exemple, que pour les crimes contre l'humanité, le principe, c'est que ces faits ne sont pas prescriptibles. C'est-à-dire que l'imprescriptibilité est vraiment de fait. Et c'est reconnu par la loi comme telle. Donc si vous poursuivez une personne pour crime contre l'humanité, quel que soit le moment où vous vous réveillez, vous pouvez poursuivre la personne. Voilà la classification. Et je vous écoute pour la suite. Donc la torture, si on comprend bien, est un crime imprescriptible. Et c'est un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette décision de la Cour de cassation en France, des citoyens togolais qui ont été victimes des crimes comme la torture peuvent porter plainte valablement en France contre des fonctionnaires togolais. Il y a quand même il y a des critères de rattachement en fait. Nous avons des principes dans lesquels ce sont des ONG par exemple qui peuvent se permettre de le faire. Nous avons des situations dans lesquelles par exemple une personne vit en France ou alors jouit de la nationalité française ou alors qu'elle exerce l'action contre une tierce personne qui elle jouit de la nationalité française. J'ai donné l'exemple par exemple qui colle au fait ici parce que dans ces arrêts là il y a 2 arrêts au total. Dans le premier arrêt, ce qu'il faut dire, c'est que l'arrêt, en fait, la plainte a été déposée contre l'ancien dirigeant syrien, donc Bachar el-Assad. Et c'est le fait d'une franco-syrienne qui estimait qu'il y a eu utilisation des armes chimiques et qu'elle en a été victime, donc dès lors qu'elle devait déposer plainte. Sauf que quand il y a eu cela, en fait, les juridictions françaises au niveau de la magistrature du siège, notamment du juge d'instruction, a estimé qu'il était habilité à poursuivre. Sauf que le parquet n'était pas d'avis. Donc il y a eu des recours, jusqu'à ce qu'au niveau de la cour d'appel, l'on a estimé qu'il fallait revoir. Donc c'est là qu'il y a eu le pourvoi. Donc au moment du pourvoi, l'on a estimé, donc c'est une décision qui a été un peu à contrario. L'on a estimé que le mandat d'arrêt qui avait été lancé contre Bachar el-Assad, pendant qu'il était en fonction, n'est pas régulier. Parce qu'il jouissait de l'immunité personnelle. Sauf que si
le mandat venait à être lancé après, il n'y a pas de raison. Donc c'est là que se trouve l'évolution. C'est-à-dire que les juridictions françaises disent maintenant, avec l'Assemblée plénière, que si c'est pendant les fonctions que ça a été lancé, ce n'est pas valable. Pour le président, je précise bien, je ne parle pas des autres agents. Mais si c'est après, tout est valable. Donc c'est dire que, comme c'est une franco-syrienne, il y a rattachement aux juridictions françaises en fait. Ça aurait pu être aussi carrément quelqu'un qui est résident par exemple. Donc c'est dire que ce sont des cas de rattachement, sachant que la France se reconnaît en termes de compétences universelles, donc il n'y a pas de difficulté sur ces aspects-là. Donc l'un dans l'autre, en tout cas, pour rattacher, ce n'est pas du tout difficile. Il y a des critères de rattachement multiples. Alors, je résume rapidement, si j'ai bien compris ce passage. Alors, je suis citoyen français, je suis franco-togolais, et j'ai été victime des faits de torture. Où je suis résident en France, tout simplement. Où je suis résident tout simplement en France. Alors, j'ai été victime des faits de torture au Togo. Donc, je suis en droit de porter plainte contre ce tortionnaire-là. Et si d'aventure ce tortionnaire se retrouvait dans l'espace français, il peut être arrêté. Il peut être arrêté s'il est président de la République et qu'il est en fonction. Pendant qu'il est en fonction, il est protégé. Ouais. Le jour où il ne l'est pas, il ne l'est plus. S'il est simple agent de l'État, quel que soit son statut diplomatique, pendant qu'il est en fonction, ce que rapportent ces arrêts, et de nouveau, et qui est intéressant, c'est que même pendant ses fonctions, il peut être interpellé et être jugé. C'est-à-dire un ministre qui est en fonction, qui a participé à des faits de torture, c'est pas un ambassadeur, c'est pas qui, on peut les arrêter facilement. Pendant qu'il est en fonction, il peut être interpellé en France, être jugé et condamné. Parce qu'on part du principe que ce sont des faits de nature criminelle, mais d'un degré beaucoup plus grave. Ok, je pose ces questions pour que vous éclairiez la lanterne des Togolais, parce que vous savez très bien que notre pays, depuis 2005, jusqu'à ce jour, plusieurs de nos compatriotes ont fait l'objet de ces genres de faits. La question de la torture, elle est devenue une arme redoutable que le pouvoir utilise contre les opposants, les journalistes, les activistes. Et donc, dans la dernière période, avec les manifestations de cette dernière, du mois passé, on a vu des gens qui ont été vraiment torturés dans les lieux de détention. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pose cette question. Et au-delà, il y a le dossier de 2005, dont vous êtes aujourd'hui un des avocats qui a signé un communiqué. Pour demander, pour faire un appel aux témoins pour que ce dossier soit relancé. C'est l'intérêt de cette explication que nous essayons de donner aujourd'hui à l'opinion togolaise. Évidemment, et surtout moi je vais m'appesantir sur les faits de 2005. Sur les faits de 2005, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et sur ce point, ce qu'il faudrait noter, c'est que non seulement les commanditaires, mais aussi les exécutants, tout le monde est concerné sur toute la chaîne, quel que soit le statut que l'on a. Alors, on peut dire qu'il y a une personne qui, elle, jouit d'une sorte de protection, mais elle reste relative, d'après ce revirement jurisprudentiel qui a été opéré. C'est le chef qui a été opéré. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État dans la mesure où, pendant qu'il est en fonction, je précise bien, mais dès lors qu'il ne l'est plus, il peut être poursuivi. Mais aujourd'hui, M. Faure-Gnassingbé n'est plus chef d'État. Il est président du Conseil. Il exerce des pouvoirs de Premier ministre en réalité. Premier ministre, en réalité, quand on parle de président du Conseil, ce n'est rien d'autre qu'un Premier ministre d'autre régime. Puisque, en réalité, c'est le système italien qui voudrait que l'on parle de président du Conseil, pendant qu'il y a un président de la République. Mais pour le reste, en tout cas, quand on parle d'autres, c'est comme si en Allemagne, on ne met pas de chancelier, mais aussi le Premier ministre. Et quand on parle de président du Conseil, ce ne sont que des dénominations ou alors voilà, des dénominations qui varient donc selon les États et qui ne font pas du tout obstacle malgré les pouvoirs que l'on a voulu fictivement mettre
au détriment de l'un et à l'avantage de l'autre. Cela ne joue pas du tout, ça ne pèse en rien. Alors, si M. Fogna Singbe, qui exerce aujourd'hui les fonctions de Premier ministre, même si on l'appelle PC ou je ne sais quoi, si un citoyen togolais résidant en France ou ayant la nationalité française a été victime des actes de torture en 2005 ou en 2017, porte plainte devant les juridictions françaises, et si Fogna Singbe se retrouve sur le territoire français, il peut être inquiété par la justice française. Ben, évidemment, dans la mesure où le président du Conseil, ce n'est que le premier des ministres. Quand on parle de premier ministre, en réalité, c'est l'un des primus inter pares qu'on a choisi dans le but de conduire la troupe, d'orienter et de décider de mettre en exécution les politiques qui ont été fixées par l'ensemble du gouvernement. C'est tout. Mais sinon, je ne vois pas, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce n'est que le premier parmi les ministres. Dans ta partie, il n'y a plus d'ambiguïté. Ok. Donc, où en est votre appel pour les témoins pour le dossier de 2005, parce que vous êtes un collectif d'avocats qui est très engagé aujourd'hui pour ressusciter le dossier de 2005. Je rappelle que le dossier de 2005 est parti d'un rapport des Nations Unies, donc un rapport d'une institution assez crédible qui a conclu à plus de 500 morts. Et dans ce rapport-là, il y a des responsabilités qui ont été dégagées, des gens qui ont été cités. Et aujourd'hui, vous êtes à la recherche des compatriotes, des Togolais qui ont été victimes, et vous allez lancer un appel à témoins pour que des plaintes soient constituées devant les tribunaux. Alors, notre appel à témoins a reçu un écho favorable. Il y a eu des personnes qui sont manifestées et nous sommes en train de remettre tout en place. Et si vous voulez, en fait, c'est une sorte de puzzle. Il faut mettre tous les éléments qu'il faut, sachant que nous avons des rapports assez édifiants. Et encore un élément qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a eu un rapport même au plan interne qui ne dédouane personne, sauf à minimiser ce qui paraît quand même, qui n'est pas du tout raisonnable en tout cas, mais ils ont essayé de minimiser. Mais ceci dit, par principe, ils conçoivent quand même qu'il y a eu des faits qui sont qualifiables de manière claire et sans embâche de crimes contre l'humanité. À cela s'ajoutent aussi les rapports des institutions internationales telles que l'ONU, qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il y a eu des actes de nature criminelle, des actes qui sont imprescriptibles et qui feront l'objet de poursuites dans les délais raisonnables. Alors, il semble qu'il y a une disposition similaire aussi en Allemagne, mais qui n'est pas très connue des Togolais. En effet. Et aux États-Unis aussi. Et aux États-Unis aussi. En effet, et nous avons essayé d'activer tous les réseaux, sachant qu'aujourd'hui, nous travaillons aussi avec beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme. Vous avez vu, la fois passée, il y a eu une conférence qui a été donnée au siège de la LDH, en fait. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a aussi Amnesty International qui est avec nous. Et sans compter le fait qu'aujourd'hui, ça se bouscule au portillon en ce qui concerne des avocats, y compris des avocats français, qui ont relayé la cause togolaise et qui voudraient jouer leur partition et faire de telle sorte que de tels faits ne restent pas du tout impunis. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. Par rapport à la nouvelle situation, à la nouvelle donne, est-ce que, en tant qu'avocat et citoyen togolais, est-ce que vous avez quand même un message à envoyer à ceux qui prennent plaisir au Togo, au niveau des forces de sécurité de défense, au niveau des miliciens, à arrêter, à torturer, à bastonner les gens dans les casernes, dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats de police et dans tous les lieux de détention? Alors j'aimerais tout simplement leur donner un signal fort, mais dans le but vraiment de les aider, je dirais, par compassion. Parce que avant qu'on ne nous sorte la constitution frélatée qu'on a mise en place aujourd'hui, qui met en place la soi-disant 5e République, il y a eu une sorte de modification qui avait été faite de celle de 92, qui a été modifiée plusieurs fois d'ailleurs, dans laquelle on avait, si ma mémoire est bonne, un article 75, qui ne faisait que protéger le chef de l'État. C'est vous dire que c'est un microcosme dans lequel il y a en réalité qu'une seule personne qui pense qu'elle est protégée. En réalité, elle ne l'est pas. La preuve en est qu'elle vient d'être dénudée complètement par ces arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui concerne les autres, ce qu'il faudrait qu'ils notent, c'est que l'immunité fonctionnelle n'est plus que relative. Elle ne les protège plus, que ce soit pendant leur fonction ou après leur fonction. Sachant que c'est une coutume internationale. Cela ne relève pas d'une loi, c'est une coutume internationale et que désormais c'est le cas. Alors, à moins que
Ils disent qu'ils vont vivre désormais en autarcie et qu'ils ne comptent pas du tout effectuer un quelconque voyage vers l'étranger. Sinon, je pense que la justice les aura à sa portée. Et à partir de là, nous qui sommes là et qui n'en demandons pas, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Alors, je tiens à vous dire infiniment merci pour ce moment qui a été consacré à cette disposition qui a été votée ces derniers temps en France et qui peut être étalée dans d'autres pays. Et yo, et voilà les gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, hein. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et vous avez tout écouté, vous avez suivi tout ce que Ferdinand était à poser comme question à l'avocat et aussi vous avez écouté toutes les réponses que cet avocat là a eu à donner comme réponse à Ferdinand Haïti. Voilà, je n'ai plus grand chose à dire. Mais vous connaissez, je n'ai plus grand chose à dire. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et voilà, et donnez vos avis dans les commentaires. Et voilà. Et concernant la torture d'Amron et tout, concernant ces tortures là et tout, et moi je pense bien que Dieu continue par assister Amron, que Dieu continue par comment l'appelle-t-on, comment on peut dire ça, il n'a qu'à genre ni dire blessure à donner quoi, vous comprenez non, ni n'a pas bien, on connaît tout ce qu'il a eu à traverser là-bas, ni n'a bien oublié qu'il ne soit pas seul, qu'il ne se voit pas seul, parce que en ce moment, c'était à ces temps-ci, il y a des critiques qui viennent de partout. Il y a beaucoup de critiques qui viennent de partout. Il y a des gens qui le critiquent de gauche à droite. Et donc, que Dieu assiste, qu'il m'a unina, ni traditionné, ni un peu dîner. C'est très important. Et bien, il faut pour qu'il ne se rappelle plus de ces tortures-là. Parce que ce n'est pas facile, les gars. Être torturé, gars, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Ça va te donner des traumatismes pas possibles. Ça va te donner des traumatismes pas possibles. Et concernant ce qui se passe actuellement aussi, et en plus les critiques, les filles, mais pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça, pourquoi est-ce qu'il a fait ça et tout. Imaginez, gars, il est sous pression de ouf. Ce gars, il est sous pression de ouf à Amron là. Donc prions beaucoup, priez pour lui, continuez de prier pour lui parce que c'est pas facile, et ça serait pas facile ce que Amron traverse. Non, ça serait pas du tout facile, ça serait pas du tout facile. Et voilà, que Dieu l'aide, que Dieu continue par l'aider, que Dieu continue toujours par l'aider, et sa famille aussi, et que sa famille aussi ne baisse pas les bras. Ne l'abandonne pas dans ces moments difficiles là, qu'il soit toujours avec lui, c'est très très important, ne pas le laisser seul. Et voilà, et je crois bien que à l'heure là, sacrifice qu'il veut voir, j'espère que Mdianik Balo, parce que tout le temps vous me connaissez, ils ont déjà commencé par faire des trucs, et les sacrifices qu'il a eu à faire, une tonne de Brésil et que ça ne soit pas vain là. Voilà, parce que à ce moment là, tout ce qui se passe là, moi-même je regarde, je dis Charlie, si Amron même savait, il allait rester dans son coin, paisiblement, rien demander à personne, vivre sa vie tout douce et tout, sans rien en fait. Que voilà, donc tu vas perdre beaucoup de choses sans recevoir un retour. Et après, c'est toi qui serais le méchant en fait. C'est toi qui serais le méchant. Et tu vas le payer. Les Togolais vont encore te lapider. Les Togolais vont encore te lapider. Après tout ce que tu leur as fait, ils vont oublier ça, ils vont te lapider. Et ça a déjà commencé. Il y a les gens qui ont oublié ce qu'Amron a fait. Tous ces sacrifices là, et il commence par le lapider, à dire des choses pas possibles, comme si mais toi et Jali. Bon bref les gars, c'était tout, c'était Ferdinand Haïti, son avocat. Vous avez écouté, vous avez entendu, j'ai dit, donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important, c'est très important. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires.
Et voilà, tchachi ensemble, tchachi. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, je vous aime, ciao.